Nicosia d'Artemis. Je suis accompagné d'Anis qui va Bonjour. intervenir sur la partie purement technique et pas que. Donc on a une petite, on a 3/4 d'heure devant nous et après on aura une intervention d'un client qui fera une présentation un retour d'expérience sur ce qu'il a réalisé dans son entreprise, un DSI qui interviendra tout à l'heure. Donc voilà, on a quelques slides donc, de présentation de la société Artemis. Donc, on va commencer par ça. Donc, je vais vous présenter rapidement le groupe Artemis. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 35 ans. On intervient donc dans plusieurs domaines d'activité et en termes de développement, ce sont 750 collaborateurs. On prévoit une croissance en 2024 pour atteindre à peu près 800 collaborateurs. On est répartis sur plusieurs sites en France et en Belgique. Et on intervient également au travers d'un centre de service de 80 personnes certifiés ISO 27009 pour tout ce qui est service d'infogérance. Et on a donc la chance d'être sur Marseille au travers d'une agence qui est basée sur le boulevard Michelet pour ceux qui nous connaissent. Et, voilà. Donc cette partie-là, ce sont les activités. Donc je vais passer rapidement puisque ça va. Donc, on intervient en tant que société de service, que ce soit en assistance technique ou en mode projet, donc sur globalement tous les thèmes du SI, tous les sujets du SI, que ce soit la partie infrastructure, la partie poste de travail, tout ce qui est outils collaboratifs et également intelligence artificielle, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Et on intervient également sur tout ce qui est réseau, cyber, data, big data, BI. Et on a une activité également sur la partie ERP, donc ça c'est une activité un peu connexe. La particularité d'Artemis, c'est que nous sommes partenaires Microsoft depuis de longue date. On est solution partner, donc c'est un gage de sérieux et surtout d'expertise. On est solution partner dans 3 domaines, donc Modern Work, Security et Business Application. Et on va surtout trouver chez Artemis 4 MVP, c'est-à-dire des personnes qui sont particulièrement compétentes et reconnues par la communauté pour leur savoir-faire et leur expertise, et également les expériences acquises au fil des années. Artemis intervient dans des domaines d'activité assez variés, donc on est très présent dans le monde de la banque, assurance, industrie, environnement, services. Voilà, c'est plusieurs milliers de clients et voilà, ça représente des milliers d'heures et des milliers de journées de production pour Artemis dans les services numériques. Voilà. On va attaquer donc la partie IA. On restera disponible à la fin pour les questions sur Artemis si vous en avez. Et je vais passer la main à Anis qui va nous présenter maintenant la partie Bonjour. cœur du sujet. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est parfait, Anis, on t'entend bien, merci. Ok, parfait. Alors, merci Bernard. Ouais, c'est bon. Donc, merci Bernard. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'IA. D'accord? L'agenda, il est juste là. Alors, je vais commencer par définir l'IA. Donc, qu'est-ce que l'IA? Je vais aussi faire un petit retour dans l'espace, juste histoire de rentrer dans le bain. D'accord? Ensuite, je vais discuter de comment bien choisir l'IA pour son entreprise. Donc, il y a plein de modèles d'intelligence artificielle, comment choisir le bon. Pour ensuite discuter de savoir, donc vous expliquer peut-être, mais d'explorer pourquoi vous en aurez besoin, donc plutôt des cas d'usage, pour aller regarder des cas clients, d'accord, regarder le budget et pour finir par notre propre application Friday. Donc, on a créé notre propre application suite au projet avec nos clients et aussi on va la présenter. Et je suis anglophone, donc je peux des fois utiliser des mots en anglais ou bien peut-être ne pas m'exprimer aussi bien que vous. Donc, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à m'arrêter. OK, pour les gens en ligne aussi, n'hésitez pas à couper votre micro, de poser des questions. Là, je presse. Alors, on va commencer par qu'est-ce que l'IA? D'accord? Je pense que vous savez tous, mais quand même, l'IA, c'est la simulation de l'intelligence humaine dans une machine. D'accord? Donc, les scientifiques ont essayé un peu de dupliquer notre intelligence pour créer une machine qui est autonome et qui est capable d'apprentissage. OK, donc là, on va faire un petit retour dans l'espace, dans le temps aussi, juste histoire de rentrer dans le bain. D'accord? Donc, on commence par la première date qui est 1956. En 1956, il y a la naissance formelle de l'IA. Ça ne veut pas dire que l'IA a été créée en 1956, ça veut dire que formellement, on lui a donné le nom IA. Mais avant ça, il y avait plein de recherches dans le domaine. D'accord? En 2011, il y a 2 choses
ils ont été énormément médiatisés. La première, c'est Siri. Donc, sur votre iPhone, Siri. D'accord? Siri est une des premières technologies d'intelligence artificielle qui a été distribuée comme ça mondialement. D'accord? Donc, il y a des millions d'utilisateurs pour la première fois qui sont en train d'utiliser de l'IA. Ensuite, la deuxième nouvelle la plus médiatisée, c'est IBM Watson. Je ne sais pas si vous connaissez IBM. J'imagine que oui. Ce qu'ils ont fait en fait en 2004, c'est qu'ils ont lancé un projet. Le but du projet, c'était de gagner le jeu Jeopardy. Donc Jeopardy, c'est comme question pour un champion. Donc ils voulaient créer une intelligence artificielle qui allait gagner le jeu Jeopardy. Et voilà, comme vous pouvez l'imaginer, en 2011, ils ont fait monter cette IA sur la télé et l'IA a remporté la victoire de Jeopardy. C'était environ $1 million. D'accord? Donc là aussi, j'imagine c'était énormément médiatisé. Ça a fait un peu peut-être le choc. Puis on avance un peu en 2014. Il y a Alexa, qui est comme Siri, mais un peu plus avancé, puisqu'il y a de nouvelles technologies. Il y a aussi Google qui acquiert une compagnie qui s'appelle DeepMind. D'accord? DeepMind est une compagnie qui est spécialisée en intelligence artificielle, qui va plus tard développer AlphaGo. Donc AlphaGo aussi, c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée dans le jeu Go, qui est un jeu de stratégie chinois, qui va aussi remporter la victoire contre les champions du monde. D'accord? Donc là aussi, on voit que l'IA est en train d'avancer énormément. Puis on passe en 2020. En 2020, il y a la création de GPT 3.0 par OpenAI, d'accord, qui va permettre en 2023 l'explosion de ChatGPT. D'accord? Et d'autres compagnies qui ont leur propre ChatGPT. On appelle ça des LLM, des modèles LLM de Large Language Model. Donc voilà, en 2023, il y a plein de compagnies qui créent leur propre ChatGPT. On a OpenAI, on a Google, on a Facebook, on a Mistral. D'accord? Donc voilà. Je continue. Donc en fait, ChatGPT, le modèle derrière ChatGPT, le modèle d'IA derrière ChatGPT, c'est des LLM, des Large Language Models, okay? Des modèles de langage qui sont larges. Donc voilà. En fait, les Large Language Models sont une sous-catégorie du traitement de langage naturel, d'accord, qui est une sous-catégorie de l'IA. Donc dans l'IA, on a plusieurs spécialités. Une de ces spécialités, c'est le traitement de langage naturel. Ça veut dire le langage naturel, donc le langage qu'on parle. D'accord? Une sous-catégorie, c'est le LLM. Donc, c'est quoi un LLM et comment est-ce que ça marche? Donc, LLM, c'est la technologie derrière ChatGPT. D'accord? Alors, comment est-ce que ça marche? En gros, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur énormément de données textuelles. D'accord? Comme quoi? Comme par exemple, donc si vous regardez là sur l'écran, sur votre écran à vous, on a des données de web, donc des données sur Internet, des articles, des websites, etc. On a des livres, on a des images qui ont été transformées en texte. On a des données structurelles, donc des tables, Excel, etc. Et on a, voilà, on a tout ça en fait. Donc, toutes ces données textuelles ont été, on a entraîné notre modèle d'intelligence artificielle avec, qui lui a permis, au fait, d'avoir l'intelligence de ChatGPT aujourd'hui. D'accord? Donc, ChatGPT est aujourd'hui capable de répondre à vos questions, de faire de la traduction, de faire des résumés, etc. D'accord? Quand je dis énormément de données, juste pour vous donner un peu un petit indice, GPT-4 a été entraîné sur 1 pétabyte de données. Donc 10 à la puissance 15, il y a 15 zéros. Donc c'est énormément, énormément de données. D'accord? D'où vraiment sa puissance. Et juste aussi pour vous donner un autre nombre, ChatGPT est passé de 0 à 1 million d'utilisateurs en 5 jours. D'accord? Juste pour vous montrer combien le modèle est puissant et combien le modèle est intuitif à utiliser. D'accord? Donc là, j'avance. Donc maintenant, on a compris c'est quoi un LLM. D'accord? Comment est-ce qu'on choisit bien notre IA? D'accord? On a vu qu'en 2023, si on recule un peu, ça marche plus. OK, désolé. Voilà, on a vu qu'en 2023, il y a une explosion d'LLM, donc une explosion de technologies comme ChatGPT. Voilà. Je peux perdre. OK, OK. Voilà. Donc, il y a une explosion d'LLM comme ChatGPT, ce qui fait qu'il y a plein de compagnies, en fait, qui ont créé leur propre LLM, leur propre modèle IA qui est capable de traduire de la langue, etc. OK? Donc, il y a plein de modèles là qui sont à l'écran. Vous avez GPT-4 et GPT 3.5 qui viennent d'OpenAI. Vous avez le modèle de Google qui s'appelle Gemini. Vous avez le modèle de Mistral, Mistral qui est une boîte française qui a créé leur propre LLM qui s'appelle Large. D'accord? Donc, toutes ces compagnies-là ont créé leur propre LLM. Lequel choisir? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chacun est fait pour un usage spécifique. D'accord? GPT-4 est généralement le plus puissant, mais pour des usages spécifiques, peut-être qu'un autre modèle est plus puissant.
Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de moyens de les comparer. D'accord? Un moyen, par exemple, c'est le MMLU, qui s'appelle, c'est le Massive Multitask Language Understanding, qui est un test qui est fait à ces LLM-là. Donc, c'est un test énorme avec énormément de questions, avec des difficultés variées et qui couvre en fait des domaines très variés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ce test par ces LLM-là et on va comparer les résultats. D'accord? Ce que ce test fait, c'est qu'il compare deux choses, les capacités de résolution de problèmes et les capacités de connaissance. D'accord? Sur ce test-là, GPT-4 le remporte, mais sur d'autres tests, ce n'est pas nécessairement le cas. OK? Bon, très bien. On a vu qu'il y a plein d'LLM, on a vu qu'elles ont des spécialités différentes, mais quand même, comment elles sont choisies? Donc, pour choisir son LLM, en fait, il y a deux routes à prendre. Soit on prend une route clé en main, donc on achète une solution qui existe déjà, comme par exemple, on paye des licences à ChatGPT, on utilise leur licence Enterprise. D'accord? Soit par exemple, on part chez Copilot, donc on paye des licences de Copilot, etc. Donc, soit une solution clé en main, soit une solution customisée. Donc, on va aller créer notre propre LLM, on va aller créer notre propre site web, par exemple, faire notre propre connecteur custom et customiser notre propre LLM. D'accord? Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Pour passer rapidement, donc si on a un service clé en main, donc si on paye par exemple Microsoft Copilot, les avantages, c'est que c'est rapide. Donc on paye, on a déjà accès à l'IA. Voilà, c'est assez rapide. Aussi, s'il y a de nouvelles fonctionnalités, on a accès sans vraiment payer en plus. C'est ce qui est très bien. Ensuite, les inconvénients, c'est le budget. Donc, en général, c'est très cher. C'est entre 30 et 80 en général euros par utilisateur par mois. C'est énormément de coûts. D'accord? Pour la sécurité aussi, c'est un problème vu que nos données vont vivre dans des serveurs internationaux. Ça, c'est un problème pour plein de compagnies. Et voilà, la customisation n'est pas aussi simple. D'accord? Alors que pour les modèles sur mesure, ce n'est pas aussi rapide. Donc, on doit aller développer. Donc, ce n'est pas qu'on va payer, on va avoir la solution. Il y a du développement à se faire. Donc, ça, c'est un inconvénient. Un avantage, c'est que ce n'est pas tellement cher. C'est beaucoup moins cher que les licences que vous payez à OpenAI, par exemple, ou à Copilot. La sécurité aussi, c'est beaucoup mieux, vu qu'on va les hoster dans vos serveurs. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer nos données dans des serveurs externes. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est très customisable. Donc, on fait ce qu'on veut avec. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment les deux routes, soit un service clé en main, soit un modèle sur mesure. Bon, en avez-vous vraiment besoin? Donc, de mon expérience personnelle, donc moi, personnellement, j'utilise ChatGPT tous les jours. Ça rend les choses tellement plus simples, tellement plus productives. C'est un assistant, un copilote que vous utilisez vraiment pour rendre les choses plus simples. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais ce qu'on voit, au fait, si on regarde quelques nombres, quelques statistiques, ce qu'on réalise, c'est que 70% des organisations, et le deuxième chiffre à gauche, de 70% des organisations bloquent ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'ils bloquent ChatGPT? Parce que les employés veulent l'utiliser, ce qui fait que les données des entreprises se trouvent dans les serveurs externes. Les compagnies préfèrent le bloquer, comme ça, voilà, les données restent sécurisées. Ensuite, 85% des employés veulent utiliser ChatGPT. D'accord? Ils l'utilisent dans leur vie de tous les jours. Ils ont envie aussi d'utiliser au travail, ce qui prouve que, en fait, le nombre d'en haut, en fait, il a du sens. On est en train de le bloquer. Quand j'ai envie d'utiliser, vous ne voulez pas que j'utilise, je vais quand même l'utiliser. Je vais trouver une façon d'utiliser. OK? Et voilà, quelques nombres en plus ici. On n'est pas obligé de, on va pas rentrer en fait dans tous les détails. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'objet, désolé, ChatGPT est très utile. Il y a plein de gens qui veulent l'utiliser. Le bloquer, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'inconvénients sécuritaires si on ne trouve pas une solution. D'accord? J'avance rapidement. À quoi ça peut me servir? Il y a trois volets ici qu'on va couvrir. Il y a le volet sécurité qui est en vert, comme on vient de l'expliquer. Les employés ont envie de l'utiliser, ils vont rentrer en ligne, d'accord? Ils vont commencer à l'utiliser. Les données de votre entreprise vont se trouver dans des serveurs externes. Donc là, il y a des problèmes de sécurité. Pour avoir de la gouvernance, il faut donner un autre outil à ces utilisateurs-là. D'accord? Donc ça, c'est le volet vert. Le volet violet, donc le volet productivité, c'est vraiment l'utilité de ChatGPT aujourd'hui. Donc ça augmente votre productivité. Par exemple, on peut lui poser des questions, on peut lui demander de traduire, on peut lui demander de faire un résumé, on peut lui demander de rechercher de l'information. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Copilot sur le web, donc sur Bing, vous pouvez poser des questions, il va aller indexer le web, il va aller demander à Internet, d'accord? Et vous répondre sur des données qui sont à jour. Donc tout ça, c'est le volet productivité qui est très utile. Ensuite, il y a le volet innovant qui va plutôt dépendre de votre entreprise. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple,
Donc, ce qu'on a vu chez une entreprise, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est, donc, ils ont énormément de reviews sur Google. Donc, énormément de, comment on dit reviews en français? Voilà, ils ont plein d'avis sur Google. Ils ont besoin de les traiter. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un agent qui va aller lire tous ces avis-là et les catégoriser. Donc, ils ont dit à l'agent, écoute, tu vas lire des textes, tu vas les catégoriser en 4 parties, ce qui va nous simplifier la vie. On pourra plus facilement, voilà, regarder et voir c'est quoi le feedback qui est en train de nous arriver. Donc, ça, c'est un agent, par exemple, innovant chez un de nos clients. Il y a d'autres aussi agents innovants, comme par exemple la création d'un agent pour le onboarding. Donc, quand un nouveau employé rentre dans l'entreprise, il a énormément de questions. Donc, on peut créer un modèle, on peut fine-tuner ce modèle avec les données de votre entreprise. D'accord? Comme ça, les nouveaux employés peuvent poser des questions, avoir des réponses assez rapides. Donc, il y a plein d'autres use cases qu'on pourra peut-être développer ensemble. Mais voilà, ça, c'est plutôt le volet innovant. Donc voilà, ça peut vous servir en fait à ces 3 choses, productivité, sécurité et innovation. Donc, avez-vous déjà des idées de comment l'IA peut vous aider? Si oui, très bien. Sinon, on peut vous aider. D'accord? On fait ça avec des entreprises. On l'a fait avec plein d'entreprises aujourd'hui. On le fait avec 7 méthodologies. Donc, c'est 3 parties. La première partie, c'est la découverte. Donc, on va faire des ateliers de découverte avec vous pour comprendre un peu vos besoins, vos opérations, comment vous marchez. D'accord? On va ensuite mettre en place un plan de transformation digitale pour mettre en place cette IA. D'accord? Donc, on va vous proposer des use cases et on va vous proposer un plan. Et ensuite, on va passer à l'opérationnalisation. Donc, on va implémenter ce plan. D'accord? Donc, on est des développeurs, des architectes de solutions avant tout. Donc, le développement, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, comprendre avec quelques cas clients. Donc, on a parlé d'un peu de use case, un peu de cas d'usage, désolé. On a vu aussi que, voilà, on a accompagné nos clients pour développer leur propre IA, leur propre cas d'usage dans l'IA. Venez qu'on prenne quelques cas d'usage. On va commencer par Axence. Donc, Axence, c'est une compagnie dans l'énergie qui est basée à Paris. D'accord? Alors, le problème qu'ils ont eu, c'est un peu ce que j'expliquais avant. Tous les employés étaient en train de rentrer en ligne pour utiliser ChatGPT. Donc, ce qui est arrivé, c'est que leurs données d'entreprise qui sont assez sensibles se sont trouvées en ligne. Pour arrêter ça, ils ont bloqué ChatGPT, mais les employés sont plaints, c'est quoi le mot? Voilà, les employés se sont plaints, on veut utiliser ChatGPT, on l'utilise dans notre vie de tous les jours, donc il faut trouver une solution. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus chez nous avec ce problème-là. On a fait de la découverte, on a fait un plan de transformation digitale, et ce qu'on a créé finalement, c'est une application web qui n'est qu'accessible d'une façon interne. Donc, je ne peux qu'y accéder dans le réseau interne, désolé, d'accord? Qui a 3 modules. Donc, c'est un site web qui a 3 modules. Un module chat qui est exactement comme ChatGPT. Donc, je pose des questions, je demande de traduire, etc. Un module document qui leur permet d'attacher des documents et de poser des questions à ces documents-là. Donc, ChatGPT va répondre dépendamment des informations dans les documents. Un module SharePoint qui est un peu similaire au module document, mais qui va aller indexer les documents dans SharePoint. Donc, tous vos documents dans SharePoint, vous posez une question, il va aller regarder vos documents, répondre dépendamment des informations dans ces documents en vous envoyant les références. Donc, voilà ce que j'ai trouvé, voilà le document, etc. D'accord? Donc, ça a énormément augmenté la productivité, ça a augmenté la sécurité, vu que plus personne ne rentre sur ChatGPT, tout est interne, et ça a aussi permis le contrôle. Donc, l'IT aujourd'hui a accès à toutes les informations qui sont en train d'être posées au fait à l'IA. D'accord? Ce qui leur permet aussi d'innover. Donc, ça, c'est pour Axence. Ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, il y aura un témoignage client plus tard. Donc, quelqu'un de chez Axence va venir un peu vous expliquer son expérience, partager son expérience. OK? Un autre cas, c'est pour la UEFA. Donc, la UEFA, c'est l'Union des associations européennes du football. Donc voilà, ils ont un autre cas d'usage. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est pouvoir poser des questions à un IA qui va répondre dépendamment de données dans des bases de données. Comme par exemple, combien de joueurs de foot de plus de, je sais pas, 20 ans ont marqué des buts contre la France en 2012? OK? Donc voilà, des questions pareilles où l'IA va les rechercher dans des bases de données et répondre à des questions. D'accord? Donc ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont donné une liste de questions. En mode, ça, c'est les questions auxquelles notre IA doit pouvoir répondre. Et on est allé voir, voilà, implémenter tout ça. On a pris des documents aussi et des bases de données et on a fine-tuné le modèle. Donc, en fait, juste pour l'histoire du fine-tuning, les modèles comme le modèle GPT-4 est entraîné sur 56 sujets. Donc, géographie, histoire, philosophie, etc. Alors que vous, dans votre entreprise, vous n'avez probablement pas besoin des 56. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les sujets, d'accord, et on focalise sur vos documents, ce qui fait que, voilà, l'IA est un peu plus spécialisée. Et aussi, les coûts sont réduits.
Donc voilà pour l'histoire de l'UEFA. Si on continue, on va parler un peu de budget. D'accord? Alors, on avait parlé de deux méthodes pour implémenter l'IA dans votre entreprise. Il y a la méthode clé en main, où on paye par exemple à Copilot ou on paye à OpenAI, mais aussi la méthode customisation. Donc, je vais aller customiser mon propre modèle. Dans les deux cas, il y a deux coûts. Il y a des coûts run, donc il y a des coûts récurrents par mois. Il y a des coûts build, des coûts de construction. D'accord? Pour la partie clé en main, il n'y a que des coûts de construction si on veut créer nos connecteurs custom. Sinon, on va juste payer les licences. Comme on a dit, ces licences sont assez chères, c'est par utilisateur et par mois. Entre 20 et ou bien 30 et 80 euros par mois. D'accord? Donc, côté clé en main, on a énormément de coûts par mois. On a des coûts de construction, des coûts build uniquement si on va construire quelque chose. Ensuite, pour la partie customisation, il y a des coûts plutôt build aussi pour le développement, mais il y a aussi des coûts run, des coûts récurrents qui sont des coûts d'infrastructure et des coûts d'utilisation. D'accord? Les coûts sont un peu différents. Pour vous donner un peu d'exemple, ouais, il y a une question. Alors, il y a une question. Disposition, ça veut dire chat. Non? Ouais, vas-y. Tout le monde entend. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on interroge l'API de ChatGPT 4 en restreignant sur un sujet précis? Est-ce qu'on limite en fait le périmètre Ah, ok, donc Alors- pour le fine-tuning. Alors, vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez intervenir. C'est Jonathan qui a posé la question. Oui. Ma question, c'était sur le slide précédent ou celui d'avant encore? Ouais, celui-là. Non. Ouais, celui-là. Donc là, vous souhaitez résumer de l'information ou expliquer une partie de l'information dans les documents de Access. Voilà. Donc vous utilisez l'API de ChatGPT 4.0 si je ne me trompe pas. Ok. Mais donc ces informations, donc ces documents, c'est des inputs Mhm. au modèle. Et Voilà. ces inputs, ils sont bien. Le modèle, il n'est pas hébergé chez vous. Il reste Ok. bien hébergé sur un serveur de ChatGPT. Et donc l'input, vous l'envoyez bien sur le serveur de ChatGPT. Donc en quoi c'est différent d'utiliser ChatGPT en fait? Alors, très bonne question. En fait, Azure a un service qui s'appelle Azure OpenAI. Microsoft, désolé. Ouais, Azure, Microsoft. Donc, Microsoft a un service qui s'appelle Azure OpenAI. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que vos données ne vont pas chez OpenAI, mais chez Azure. D'accord? Dans votre environnement. Donc, dans les serveurs où vos données existent déjà. Le tenant Microsoft. Voilà, le tenant Microsoft. Donc, ça ne va pas chez OpenAI. Mais il y a aussi les API d'OpenAI. Il y a les API d'OpenAI, il y a les mêmes chez Azure OpenAI. Donc, en gros, quand on utilise ceux d'Azure OpenAI, nos données sont quand même sécurisées parce que ça reste dans nos serveurs. Là, c'était le choix d'Access. Le choix d'Access, c'était de disposer, en fait, d'utiliser l'environnement Microsoft O365, donc le tenant O365, et d'utiliser en fait les ressources de calcul d'Azure OpenAI. Donc, c'est un service qu'ils ont activé dans leur tenant, et de bénéficier de GPT-4, mais sans avoir, voilà, globalement, toutes les données restent localisées dans le tenant. Donc, c'est le SharePoint du tenant O365 et il n'y a pas de données qui vont sur les serveurs d'OpenAI à proprement parler. Exactement. On a répondu Donc à la c'est question. Microsoft qui héberge le modèle d'OpenAI Exactement. Ouais. et il le fait tourner sur les serveurs que vous louez. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, si vous êtes utilisateur de Microsoft O365, si vous utilisez par exemple Teams ou SharePoint sur votre tenant Microsoft O365, vos données déjà d'entreprise sont là, elles sont sur ce tenant, mais elles n'iront pas ailleurs. C'est-à-dire que quand vous D'accord, allez ok. utiliser Azure OpenAI, en fait, il va utiliser les données qui sont localement dans le tenant. Voilà. Ok. Après, il y a d'autres modèles, hein. Là, on a pris Donc l'exemple c'est comme, d'Access. par exemple, j'imagine que Google fait pareil. Une entreprise qui utilise la suite Google avec les Gmail, Drive, BigQuery, Alors, Gemini, je ne GCP, sais pas. etc. Gemini, je sais pas Mais si ça doit être c'est ça. pareil, c'est-à-dire qu'ils hébergent un modèle, étant donné que tous les documents sont déjà sur Drive, bah, on peut tout à fait L'idée, utiliser un modèle hébergé par Google et donc son API. voilà, ça c'est effectivement la tendance, ça va être effectivement aux offreurs, enfin ceux qui ont des offres cloud,
de mettre à disposition les moteurs dans les environnements privés ou privatifs. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, il y a d'autres, ça c'est l'exemple d'Axence qui a été présenté, mais en fait, il y en a d'autres où là, pour le coup, le client a souhaité héberger ses serveurs. Donc, en fait, il y a le moteur d'AI qui, lui, est directement. En fait, je peux donner un exemple un peu plus concret. Donc là, en fait, je vais vous présenter les modèles. Il y a des modèles qui sont open source, comme par exemple Mistral et Llama. Et vous voyez là, Mistral, il est pas mal, hein. Il est à 80,2%. Donc, ce qu'on peut faire, c'est héberger ce modèle qui est open source. Donc, on peut aller prendre ce modèle facilement depuis GitHub ou bien depuis Hugging Face et le faire tourner sur vos serveurs à vous. Donc, si vous ne voulez pas passer par Azure OpenAI, vous voulez utiliser votre propre modèle, on peut aller hoster ce modèle chez vous. Après, mais ça il nécessite une faudra payer puissance des de chips. calcul. Ouais, Ça nécessite quand même une exactement. grosse puissance de calcul. Exactement. On aura besoin de NVIDIA chips, mais c'est possible. Donc, si on veut vraiment ne pas passer par Azure du tout, ou bien par exemple, on utilise Google et voilà, on ne veut pas passer par OpenAI ou n'importe quelle API, on peut créer notre propre modèle. On peut faire tourner Ok. notre propre modèle internally. Et deuxième question, donc toujours sur le cas Axence. Ouais. Donc là, le cas d'usage, encore une fois, c'est résumer de l'information ou faire comprendre, par exemple, alors je ne sais pas si vous avez mis du code, etc. Mais par exemple, pour résumer de l'information dans un document, quelle est la taille limite du document que vous pouvez envoyer à l'API pour avoir un retour? Est-ce qu'il y a une limite en nombre de caractères? OK. En fait, là, on va parler un peu ça s'appelle RAG, Retrieval Augmented Generation, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je peux vous expliquer un peu comment ça marche. Je vais le rendre un peu simple. Ce qui arrive, c'est qu'on a le modèle de LLM, le modèle de ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une mémoire à ce modèle-là. D'accord? Donc, quand un utilisateur va poser une question, par exemple, est-ce que j'ai une assurance avec Axence? Ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre cette question-là, on va aller regarder dans la mémoire pour faire. Donc, ça, c'est sans ChatGPT, hein. On va aller regarder dans la mémoire avec, par exemple, la vectorisation pour voir quelle partie du document répond le mieux à cette question. Ça, c'est avant de passer par ChatGPT. D'accord? Donc, disons, on a 1000 documents, je pose une question, je vais aller rechercher dans ces documents avec de la vectorisation quelles sont les phrases ou quels sont les bouts du document qui sont le plus similaires à ma question. Ensuite, ces 5-10 bouts de document, je vais les faire passer par le LLM pour qu'il me génère une réponse. Ce qui fait qu'au fait, il n'y a pas vraiment de limite parce que je suis en train de limiter par la vectorisation, en demandant à une base de données. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a zéro limite. Je peux mettre des documents énormes et chez Axence, il y a énormément de documents. Et chez d'autres clients, il y a encore plus de documents. On a peut-être 6000 documents. Et 6000 documents, c'est hyper rapide. Parce que la vectorisation, qui est une technologie qui est assez ancienne, voilà, c'est très, 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 très rapide. Comme par exemple Azure Cognitive Search ou Face, ou il y a même chez Google, ils ont un, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, il y a plein de compagnies qui ont leur propre vectoriseur, on va dire ça. On va l'appeler comme ça et c'est assez simple. Merci. Je rappelle. OK, je vais continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, voilà, on parlait des coûts. On a dit qu'il y a deux genres de coûts, des coûts build, des coûts run. On a dit que si c'est un service clé en main, le coût run, c'est plutôt les licences et que le coût build ne vient uniquement que si on customise. D'accord? Pour les modèles clés en main, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, il y a des coûts d'utilisation qui sont les coûts des tokens que je vais expliquer juste après. Il y a le coût de l'infrastructure et il y a le coût de développement. Comme pour Axence, par exemple, on a développé toute cette application web. Donc, tout ça, ça prend du temps. Il faut quand même payer le coût de développement. D'accord? Pour les services clés en main, en fait, les coûts qu'on va regarder, c'est des coûts par token. Donc, c'est quoi un token? Un token, on va dire, c'est comme un mot. D'accord? Et en fait, voilà, dans la question qu'on venait de me poser, on était en train de me dire, donc, le plus en fait qu'on va poser, le plus grand la question est, le plus de mots qu'on utilise en posant la question, et le plus de mots qu'il y a dans la réponse, le plus on va payer. Donc, c'est un coût par token, un coût par mot. Donc, si je pose une question de 10 000 mots, voilà, je vais payer pour chacun des mots que je suis en train d'utiliser. D'accord? Les coûts sont assez complexes parce qu'il y a des coûts d'entrée et des coûts de sortie. Donc, il y a des coûts différents. Donc, si je pose une question de 1000 et je reçois une réponse de 500, le coût pour la question et la réponse est un peu différent. D'accord? Et aussi, il ne faut pas oublier qu'à part les coûts d'utilisation, les coûts par token, il y a aussi les coûts d'infrastructure. Donc, que ce soit sur le cloud ou bien des coûts on-premise, comment on dit ça en français? On-premise, OK?
Donc, par exemple, là, on a parlé aussi de chip NVIDIA. Tout ça, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte. Bon, les coûts sont assez compliqués. Je ne le vous mens pas. Donc, même moi, ça m'a pris du temps d'aller regarder, de comprendre comment ça marche. Donc, ce qu'on a fait chez Artemis, c'est qu'on a créé un petit modèle Excel qui est assez simple à utiliser, qui va aller regarder les coûts, qui est comme un cost calculator, on a appelé ça, donc une calculatrice de coûts pour un peu vous expliquer comment les coûts marchent. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, je peux vous montrer le slide après, les coûts vont être beaucoup plus réduits que les coûts, d'une solution clé en main. Donc, si vous allez aller payer Copilot, ça va être beaucoup plus cher. Donc là, je vous montre un exemple, c'est 30 000 par mois pour Copilot, par exemple, pour 1000 utilisateurs, alors que si vous développez votre propre solution comme Axence, on est entre 2 et 4 000 par mois. D'accord? Ce qui est, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus réduit. Et le développement ne va pas vous prendre 30 000 balles dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'Axence. Il y a 1000 utilisateurs qui utilisent l'application. Il y a environ 10 prompts par jour, donc il y a 10 entrées par jour qui sont posées à l'application. L'architecture aussi est hyper haut de gamme, donc vous pouvez avoir une architecture qui est un peu moins compliquée pour payer moins de coûts. Vraiment, on a utilisé le top du top. Et voilà. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà sur toute cette partie-là? Avant qu'on passe à notre solution à nous. Non, pas de questions. Entre 2 et 4 Oui. 000 $ par mois, c'est pour faire quoi exactement? Ça Donc ça, c'est représente quoi en l'exemple. termes Donc là, en fait, c'est d'utilisation? l'exemple d'Axence. Donc toute l'application d'Axence, le fait qu'elle soit restée sur le web, le fait qu'on utilise par exemple En fait, il y a peut-être un modèle aussi d'architecture. Je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est l'architecture chez Axence. Ouais, il y a des Azure Functions, il y a de l'API Management, il y a des Virtual Networks, blablabla. Tout ça, ça coûte cher, hein. Pour le hoster chez Azure, ça coûte cher. Donc, le coût de toute cette architecture avec le coût d'utilisation de l'application, c'est entre 2000 et 4000 balles pour 1000 utilisateurs. Si vous êtes 200 utilisateurs, ça sera moins. Et si vous voulez pas un truc tellement compliqué, tellement haut de gamme, on peut faire moins. On n'a pas besoin, par exemple, d'API Management. On peut aller sur un truc un peu plus restreint. Et API Management seul, il a, je sais pas, peut-être 200 $. 200 $ par mois. Le Application Gateway, il est peut-être à 800 $ par mois. Donc voilà, on n'est pas obligé de passer par toutes ces ressources-là. J'essaie juste de vous montrer que les coûts sont plus réduits si vous développez votre propre application, si vous allez sur la route custom, plutôt que si vous allez sur la route clé en main. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc ça, c'est le coût enfin, le coût, il dépend également de l'utilisation des collaborateurs. Voilà. C'est-à-dire, s'ils utilisent de plus en plus, ça va coûter plus cher, hein. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez réussi à calculer un ROI derrière, ce à quoi ça a servi aux utilisateurs? Et je crois qu'on les a perdus. Oui, j'ai l'impression, oui. 2000 et 4000 $. On vous entendait plus, Bernard et Anis. Est-ce que vous pouvez juste répéter Confondu la avec le coût réponse? d'infrastructure fixe, donc ce qui maintient. Et Il est là, Pémaré. Allô? il est connecté. Oui, On vous avait perdu en fait dans la réponse. Si vous pouviez répéter. d'accord. Merci. Vous nous entendez à nouveau, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est ça. Ça a décroché, je pense. Merci. Non. Donc là, ce que je disais, c'est que ce sont vraiment les coûts tout confondus. C'est-à-dire que le coût du run, c'est. L'écran est plus partagé là, c'est ça? Bon, j'arrive pas à le partager. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran toujours? Oui. C'est bon. On voit l'écran, il n'y a Ok. pas de souci. Alors, donc les fameux 2000, 4000 $ par mois, c'est le coût de l'infrastructure plus la consommation liée aux requêtes qui sont, aux prompts qui sont posés, aux réponses qui sont données par rapport au token dont parlait Anis, hein. C'est vraiment la consommation globale de ce que représente l'utilisation de cet outil chez Axence, quoi. Voilà, et donc le DSI tout à l'heure interviendra, on pourra lui poser la question. Ça, c'est des coûts qui avaient été estimés à l'époque, on pourra lui demander où il en est aujourd'hui, quoi. La comparaison, par contre, avec Copilot, où là, on est vraiment sur du packagé Microsoft, où finalement, là, on n'a pas fait de Lego, on a juste un outil Copilot qui est payé, là, par contre, à la consommation pure et dure.
Voilà, on était plutôt sur des abonnements où on était à 30 000 $ par mois. Voilà. Et donc, la part du coût de l'infra hors utilisation, ça représente combien? 50%, 60%? Je pense. Il faudrait voir le calculateur. Parce Ouais. que, Non, mais parce je que pense. là, c'est pour 1000, là, c'est pour 1000 utilisateurs. Mais si on dit que finalement, on n'est que 100 à l'utiliser et que l'infra, ça reste quand même du 2000 $ par mois, c'est plus pareil. C'est un peu l'objet des études que l'on fait. C'est-à-dire que là, il faut vraiment passer par le calculateur pour faire ces simulations avec vous. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour dimensionner l'infrastructure. Enfin, déjà savoir le volume de requêtage qu'il va y avoir, qu'est-ce que vous attendez en termes d'usage. Et ensuite, on va dimensionner l'infrastructure, les services qu'on va activer. Et le calculateur va permettre d'arriver à avoir cette estimation plus fine. Mais là, comme ça, sur la base de votre question, c'est assez compliqué d'y répondre, quoi. Ok. Mais ça, on pourra le voir au cas par cas si vous souhaitez. C'est des sujets qu'on peut aborder en off. Et là, par contre, du coup, à travailler avec vous sur le calculateur pour faire ce genre de simulation. Non. Une question Ouais. rapide, Eric. La question est la suivante, c'est que en début de présentation, vous avez parlé de Reviews Classification. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, ouais. Et c'est pour contextualiser un peu, pour resituer le truc. Bon, je vois bien comment vous allez le faire avec de l'IA générative, pas de souci. Sauf que il y a 10 ans, on ne se serait pas posé de question. On mettait un système expert. Ça veut dire, ou alors on adaptait le process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA générative a tué les systèmes experts? Ou qu'elle est capable de faire de l'expertise? Vous voulez dire quoi par système expert? On avait un système qui faisait du diagnostic et qui permettait, en fait, alors que c'était en avant, en après, il y avait plusieurs théories là-dessus, et on prenait un système expert qui allait effectivement pouvoir classifier chaque Des systèmes de classification, Ouais. des modèles algorithmiques de classification. Tout à fait. Est-ce que ça a tué? Non. Mais les LLM aujourd'hui, ils font un truc qui s'appelle du sentiment analysis. Donc, en gros, si je lui donne un texte, je peux lui demander, il peut savoir si la personne est énervée, si elle est contente, voilà. Donc, tout ça, elle le fait très, très, très facilement. Donc, voilà, c'est juste que peut-être ça remplace d'une façon ou d'une autre. Il y a sûrement de la classification qui est en train d'utiliser, qui est encore en train d'être utilisée, mais je pense que les LLM sont vraiment très, très puissants. On peut lui demander même de lire le texte, de sortir les mots-clés, de sortir juste le sentiment. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est drôle? C'est ça que je dis que le retour que vous avez, il y a notre perceptron, ça peut faire n'importe quoi, et Ouais, c'est très, pourquoi très, très pas puissant. remplacer les systèmes experts. Donc, la question, juste pour reprendre, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, parce que dans la salle, la captation n'est pas aussi bonne. Donc la question qui était posée, c'était est-ce que l'IA, est-ce que les systèmes experts tels qu'on les avait il y a quelques années ont pu être remplacés par l'IA? Est-ce que l'IA fait pareil, voire mieux? Voilà, est-ce qu'on a pu substituer? C'était la question de départ. En fait, ils sont très contents des résultats. En fait, on est là pour les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est un peu en avance aussi. Bonjour Anis. Bonjour. Alors, Vous allez bien? Pierre-Marie. Ouais, Très c'est bien, Pierre-Marie. merci. Donc, Pierre-Marie d'Axence, merci pour votre présence. On va finir la présentation sur le modèle Friday et on vous laissera la parole pour témoigner, Pierre-Marie, si vous êtes OK. Bien sûr. Allez, à tout à l'heure. On avance du coup sur la présentation. OK. Voilà, donc on est sur. Donc je reprends la parole, merci Anis. Alors, l'idée de cette deuxième partie en fait de la présentation, c'est de présenter ou de vous montrer globalement ce que l'on a pu faire chez Artemis sur un modèle clé en main, packagé. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, en opposition à Copilot ou d'autres solutions, où là, c'est des solutions clé en main, on va vous aider à construire avec Friday. On a déjà une brique de base qui s'appelle Friday et qui permet justement de répondre à les questions de base ou les usages de base que l'on peut avoir avec l'utilisation de l'IA. Donc le principe de Friday, c'est qu'on est sur votre tenant 365, on peut utiliser Open Azure, Azure OpenAI ou un autre LLM. Sur Friday GPT, que l'on a conçu, on y a mis de base 4 modules. Donc, c'est des modules de chat. Donc, en fait, on va utiliser par exemple l'interface de Teams. Friday GPT va être un outil ou une application de Teams. Et ça veut dire que globalement, dans l'entreprise, si vous souhaitez mettre à disposition des utilisateurs ChatGPT en mode privatif, vous allez leur dire
que ça va se passer dans Teams. Donc, si vous êtes utilisateur de Teams, ce sera une application et vos collaborateurs travailleront au travers de Teams pour faire les prompts. Donc, le requêtage se fera à partir de là. L'idée, c'est de dire, à partir de Friday, on peut avoir cette solution assez facile pour éviter de mettre un nouvel outil entre les mains des utilisateurs. Ben, on leur fait utiliser le chat Teams pour en parler à leur IA. Donc, on a intégré un module de chat. Donc, on est sur le module chat GPT, mode privatif. Hein. On a également un module qui s'appelle Document Insight Module. Donc là, on a la possibilité de générer, de discuter, de générer des documents provenant de ce que l'on a dans les bases documentaires qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc ça, c'est des assimilations qu'on va lui faire. On va lui apprendre à assimiler les documents qui existent dans l'entreprise. Data Insight, le module Data Insight, c'est un module qui nous permet là de nous connecter sur des bases existantes. Donc ça peut être du SharePoint, ça peut être, voilà, on a une base GLPI aujourd'hui, on peut directement attaquer GLPI en requêtage sur la base de données. Voilà. Et Automatic Meeting Minute, ça c'est un outil qui est relativement pratique, c'est intégré à Teams. Le principe, c'est qu'on a les transcripts. Alors de base, si vous utilisez Teams, vous savez que Teams peut enregistrer globalement la conversation. Il va stocker sous forme littéraire, il va stocker la conversation, tous les échanges qu'il y a eu. Ce que l'on fait avec Friday GPT, c'est qu'on prend ces transcripts et on génère en fait un document de synthèse avec l'objet de la réunion, qui a participé, qui a dit quoi, et surtout quelles ont été les actions. Donc c'est un template en fait qui est ajustable. Hein. On peut ajuster le template de ce report. Et à l'issue de la présentation, Friday GPT va générer ce report qui va pouvoir être diffusé aux participants, si on le souhaite. Voilà. Donc, on a essayé d'enrichir Friday GPT de quelques fonctions de base. Donc, en gros, on a un outil qui est déjà prêt à fonctionner. Donc là, on a une présentation un peu plus détaillée de chacun des modules. Donc, le module, le chat module, donc avec historique de conversation, possibilité d'utiliser l'extension de messagerie. Voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont fournies de base dans Friday GPT. Le document Insight Module, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a des interfaçages avec SharePoint, avec Dynamics, avec Teams et des pièces jointes. Donc là on va lui apprendre, il va être capable de répondre à des questions au travers de bases qu'on lui aura indiquées. Là c'est ce que je viens de vous expliquer sur la partie génération des minutes d'une réunion. La partie Data Insight, donc là on parle globalement des connecteurs. Donc le principe de Friday GPT, c'est un module qui est commercialisé par Artemis. On vous le vend, on vient vous l'intégrer. Et on peut avoir une intervention, donc le prix du module, on va le voir à la fin, mais après on peut avoir une intervention custom, c'est-à-dire que vous allez nous dire, écoutez, moi j'utilise cette application qui a cette base de données, j'ai une base documentaire sur tel système du marché. Si l'outil ou la base que vous utilisez dispose d'API, on va être capable de développer ce qu'on appelle un connecteur. Donc, on va apprendre à Friday GPT à aller requêter, à interroger et à absorber globalement la data qui se trouve dans cette application, dans cette base de données. Voilà, donc ça, c'est la partie Data Insight, soit les connecteurs de base qui sont livrés avec Friday GPT, soit des customs qu'on va pouvoir développer pour vous. Alors, côté administration, si tu veux peut-être en dire deux mots, Anis, non? Je te fais peut-être intervenir. On reprendra peut-être pour la partie administration, mais l'idée de Friday GPT, c'est que vous avez une interface pour les utilisateurs. Donc, c'est l'outil, ce que les utilisateurs vont utiliser pour requêter la partie, utiliser l'intelligence artificielle. Mais on a également des fonctionnalités qui sont propres aux administrateurs. C'est-à-dire que vous allez également avoir la main sur un certain nombre de paramétrages de votre moteur Friday GPT. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter peut-être. En fait, c'est un peu ce que Access avait demandé aussi, c'était de pouvoir monitorer l'utilisation de l'application. Donc voilà, ça aussi c'est intégré dans Friday, pouvoir savoir combien de prompts est-ce que ont été posés, disons, donc les entrées et les sorties, d'accord, combien de documents ont été attachés, combien de tokens ont été utilisés. Donc voilà, toute cette partie administrative qui vous permet d'avoir un peu le contrôle sur l'application Friday. Donc voilà, c'est plutôt ça. Merci. Après, il y a toute la partie, en fait, la partie architecture aussi, Annie, si tu veux peut-être intervenir. Ouais, c'est la reprise un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, sur les. Alors, on peut peut-être avancer vers l'architecture.
On avance. Donc là, il y a deux modèles. Il y a le modèle Power Platform Based. Donc ça, c'est plutôt si on va aller sur du Teams. Donc c'est ce que Bernard est en train d'évoquer. On va intégrer FridayGPT dans Teams. Ça sera plutôt l'option 1. D'accord? Donc, vous voyez l'entrée, c'est Microsoft Power Apps. On va faire une Power Apps. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Power Apps ou pas, mais ça vous permet de faire des applications assez simplement sur Teams. D'accord? Donc, c'est du drag and drop. Donc, glisser, comment on appelle ça? C'est glisser. Copier-coller. Voilà, copier-coller. OK. Donc, voilà, drag and drop. On va faire du Power Automate, Application Gateway, etc. Donc, ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est plutôt une application web, une application React, comme celle qu'on a développée pour Accence. Donc, voilà, il y a plutôt un site web auquel on va se connecter avec notre compte Microsoft. Et l'architecture sera un peu différente. En fait, l'architecture de l'option 2, elle paraît dans le slide d'après. Voilà, je vais tourner. Ah, désolé, vas-y. Non, vas-y, je le fais moi. Ah, OK. Donc, voilà, ça, c'est l'architecture. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais voilà, on utilise des ressources sur Azure, Application Gateway, Serverless Functions, Private Endpoints, Virtual Network. On a aussi du MFA, forcément. Donc, on se connecte qu'avec notre compte Microsoft et on fait du MFA avec la même application Microsoft. Donc, c'est exactement le même process de login. Et voilà. Alors, on va terminer juste sur la partie pricing, comme ça vous aurez un aperçu. Donc, vous avez compris le principe en fait de Friday GPT, c'est un outil qui est packagé, qui est prêt à être déployé, qui va déjà de base, sans faire de développement particulier, il va être capable déjà de traiter la plupart des besoins que vous pouvez avoir, les besoins les plus courants, on va dire. Ça, c'est du packagé. Donc, on a un coût unique. Vous achetez cette licence 16 900 €. Ce n'est pas un produit, c'est pas du code source comme on peut le trouver sur du software classique. C'est du Power Platform. Donc, ça veut dire que ce code source, il est dans votre tenant. Donc, en gros, on va le déposer. Vous allez avoir accès à c'est du low-code, en fait. Et vous allez pouvoir le modifier à volonté. Donc, il n'y a pas de notion de maintenance à proprement parler parce que dès lors qu'il est chez vous, dès lors que vous allez pouvoir le modifier, vous aurez la main et voilà, cette modification de code, on n'aura pas, nous, la capacité à assurer une maintenance là-dessus. Donc, il y a un coût d'acquisition. Après, ce que l'on propose, c'est de dire on peut être présent. Donc, on propose un contrat, on va dire, de suivi qui vous permet, pendant une année complète, de nous solliciter, de dire tiens, j'ai fait une petite modif, ça ne marche pas, ou j'aimerais pouvoir faire cette petite modification. Est-ce que vous pouvez me la faire? Est-ce que ça peut être rapidement développé? Voilà, on a une option plutôt d'assistance pour les clients qui ont fait l'acquisition de cet outil Friday GPT. Voilà. Après, on a également une solution qui permet de dire on peut s'abonner dès que Artemis développe une nouvelle fonctionnalité sur Friday GPT, j'aimerais pouvoir en bénéficier. Donc là, on peut concevoir des formules d'abonnement où en gros, à chaque fois qu'il y a une évolution, on vous la met à disposition. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut. Ça, c'est la formule packagée que propose Artemis. Et il y a également l'autre option, qui est full custom, accompagnement. Donc, on vous accompagne depuis l'expression du besoin, qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, les ateliers, ce qu'expliquait tout à l'heure avec la méthode que l'on a mis au point. Avec l'outil IA Calculator qui permet également de faire des estimations, des simulations de coûts. Donc ça, c'est aussi ce qu'on va pouvoir apporter au travers de ces ateliers et de ces accompagnements. Et là, ça peut être soit sur du cloud, ça peut être du cloud Google, Microsoft ou du on-premise avec la conception de l'architecture, monter toute la partie NVIDIA et surtout dimensionner les ressources de calcul. Voilà. L'idée, c'était de vous montrer que l'on peut vous accompagner, quelle que soit la position que vous occupez aujourd'hui, quel que soit l'état d'avancement de vos projets de réflexion autour de l'IA. Et voilà, on a cette capacité de partir soit d'un outil packagé, soit de zéro. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette proposition d'accompagnement. Donc, je vais passer la parole à Pierre-Marie. Il y aura une session questions-réponses si vous voulez juste après. Donc, Pierre-Marie, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous voyez toujours. Je vous entends, je vois tout. Voilà. Je suis avec vous depuis Paris. Ouais, merci d'être venu, de vous être connecté. Est-ce que vous souhaitez partager votre écran? Est-ce que vous avez des choses à nous? Non, je n'ai pas spécialement de choses à vous montrer. Je pourrais vous montrer l'interface de la version qu'on utilise actuellement si besoin dans la discussion. Ça peut peut-être illustrer, plutôt que de laisser un écran vide, si vous voulez, on peut faire ça. Bien sûr, ouais, j'y vais.
Je pense que vous devez voir ma page. C'est parfait, on voit tout. Super. Globalement, j'ai à peu près combien en minutage? Une dizaine de minutes, vous avez devant vous. Hein. Parfait. Alors, donc moi, je suis Pierre-Marie Gallo, je suis le DSI d'Axence. On travaille depuis pas mal d'années avec Artemis sur plein de sujets et je vais vous expliquer un petit peu la genèse de Friday GPT chez nous. Globalement, on est une entreprise, une société d'ingénierie. Bon, c'est une boîte principalement d'ingénieurs. On manipule beaucoup de documents. On a quasiment 100% de notre savoir qui traîne quelque part dans des documents. Et très clairement, quand le sujet GPT OpenAI est arrivé sur le marché l'année dernière, il a fallu qu'on le prenne à bras le corps pour, d'une part, canaliser nos salariés et puis, d'autre part, les accompagner. Axence, on est plutôt fervent d'un accompagnement des salariés plutôt que de les laisser seuls se débrouiller avec des produits sur Internet. Donc, le tempo pour nous l'année dernière, ça a été très vite de leur dire merci de ne pas utiliser la solution ChatGPT d'OpenAI. Vous avez tous envie d'aller charger des documents pour voir ce que ça fait. Si vous le faites, faites-le qu'avec des documents publics. En tout cas, on vous interdit de charger des documents dits confidentiels sur cette plateforme. Donc, ça a commencé comme ça. Donc là, forcément, quand vous commencez par dire n'utilisez pas ou peu, il faut que vous arriviez à leur proposer une solution dans un environnement sécurisé. Ce qu'on a fait assez vite, effectivement, avec les équipes d'Artemis et l'arrivée chez nous de Friday GPT, qui a ensuite été renommé chez nous avec un petit peu de branding. On a été très créatifs. Ça s'est transformé en Accence GPT. Alors, l'objectif pour nous, c'était, comme l'a dit Anis tout à l'heure, de mettre à disposition une plateforme à l'ensemble de nos salariés pour identifier avec eux des cas d'usage, parce que même si une DSI, on connaît très bien les métiers et autres, on ne peut pas tout le temps se projeter sur tous les cas d'usage. Donc, l'idée, c'était de leur mettre une boîte à outils à disposition dans un environnement sécurisé. Donc, je ne vais pas reprendre tous les éléments d'architecture évoqués par Anis, mais c'est effectivement un cerveau OpenAI ChatGPT 3.5 Turbo dans notre tenant. Donc, on fait une demande à Microsoft pour avoir ça. Et au-dessus de ça, Artemis a développé une application qui s'intègre dans notre architecture avec notre MFA, qui est la solution qu'on a pour toutes les applications qui sont publiées. Et on arrive sur cette interface qui présente sur la gauche, on l'a designé comme ça avec Anis, 3 cas d'usage que pour l'instant on avait séparés pour cette première étape, ce soit plus simple pour les utilisateurs. Donc la première, c'est le chat classique. J'ai tendance à dire que c'est principalement utilisé pour générer des idées. Et je ne vous cache pas que j'ai été assez pessimiste par rapport à l'utilisation du chat only, et je me rends compte que c'est quand même utilisé par pas mal de personnes. C'est un peu la peur de la page blanche, et des cas d'usage, il y en a pas mal. Vous devez faire, je ne sais pas, demain j'ai une présentation à mon équipe, je cherche une minute sécurité un peu originale, un icebreaker pour démarrer ma réunion. Je vais dans le chat. Si je lui pose une question bien complète, bien environnée, bien longue, dans lequel je lui dis mon assistance, c'est ça, j'ai 5 minutes, je veux un sujet sur la cybersécu un peu original, propose-moi des idées. Bon, et instantanément, il me propose 3-4 idées, je pioche là-dessus et j'ai mon idée pour ma minute sécurité. Alors, je vous dis ça, la minute sécurité chez nous, c'est un sujet qu'on essaye de pousser un maximum en interne. C'est toujours compliqué de trouver des idées un peu originales sur la minute sécurité. C'est un moyen de générer des idées. On a beaucoup d'équipes qui utilisent ce chat pour des brainstorming, à partir de zéro, démarrer un brainstorming avec une première base. Donc le chat, c'est principalement utilisé pour ça. Ensuite, on a un deuxième onglet qui est le document, ce qu'on a appelé le Document Insight. Donc le Document Insight, c'est la capacité de charger un ou plusieurs documents et demander à Accence GPT de nous produire soit une traduction, plutôt un résumé, c'est plutôt ça qui est utilisé. Et quand je dis un résumé, on a, avec les équipes de com en interne, fait des petits exercices qui sont assez intéressants. On a des plaquettes commerciales. On les charge dans GPT. Et avec 3 questions différentes, vous êtes capable d'adresser 3 résumés pour 3 audiences différentes. Et c'est assez marrant parce que c'est un travail qui est compliqué à faire, d'adapter un résumé. Mais là, on disait à Accence GPT, fais-moi un résumé pour mon comité exécutif. Donc, il va
il va adapter le résumé en conséquence. On lui demande, fais-nous le même résumé, mais pour un public, pour le grand public. On veut parler de cette technologie, on a des technologies de recyclage de plastique. Fais-nous un résumé de cette technologie pour le grand public. Eh ben, il va adapter la réponse et on est vraiment, nous, très bluffés par la capacité qu'il a d'adapter, eu égard à ce qu'il sait du contexte qu'on lui donne dans le prompt. Voilà. Et le troisième cas d'usage chez nous, sur lequel on est en train de travailler, parce que je pense que sur celui-là, il y a un maximum de potentiel, c'est plutôt la connexion de GPT sur des librairies SharePoint. Et donc pour nous, ça ouvre un petit peu l'accès à la connaissance qui serait stockée dans des documents. Et chez nous, c'est un vrai sujet parce qu'on a beaucoup de connaissances stockées dans des documents. Et ce serait un moyen facilité d'accéder à cette connaissance via un prompt en utilisant ce que nous, on a appelé le Library Insight. Et donc, on est en train de tester cette fonctionnalité-là pour permettre justement cet accès à la connaissance. Et là, typiquement, dans des cas d'usage où vous êtes un nouvel embauché dans une entreprise, vous arrivez dans une équipe de technologues qui est là depuis 10 ans, 15 ans, et vous débarquez, ben, vous auriez un moyen assez facile, en langage naturel, d'accéder à de la connaissance, d'accéder à des contenus de documents, sans avoir à vous cogner les 15, 20, 50 documents de référence. Et on a testé des cas d'usage plutôt orientés pour nos clients. Donc, je pense qu'il y aura probablement des clones chez nous de cette version-là. On a des clients à qui on aimerait bien donner accès à du contenu sans donner forcément accès à tout le document. On a des documents très techniques pour savoir comment démarrer une unité Access, comment arrêter une unité Access, un arrêt normal, un emergency shutdown. Eh ben, on a des cas d'usage où bah, vous posez la question, voilà, je voudrais arrêter mon unité parce que j'ai un problème urgent. On a constaté qu'Action GPT était capable de zoomer sur les 4 lignes importantes à ressortir du document et à les sortir comme instruction. Donc nous, aujourd'hui, pour résumer, on utilise ça toujours dans une séquence d'acculturation en interne et on apprend de plus en plus en termes de cas d'usage pour aussi les communiquer à grande échelle et faire en sorte que tous utilisent encore un peu mieux ces outils et les appréhendent parce qu'on pense que nous, c'est le challenge dans une boîte comme la nôtre de rendre cette techno accessible et utilisée. Voilà, c'est pas enfin, on pense que ça va pas juste être pour des happy few, que ça va intéresser tout le monde et il faut qu'on l'accompagne. Voilà. Et c'est un très bon outil pour accompagner ça. On a organisé des webinaires en interne pour leur présenter, pour leur montrer des exemples et on essaye de recueillir beaucoup de cas d'usage pour essayer d'embarquer en fait notre entreprise dans ces technos et dans leur utilisation au quotidien dans notre environnement. Et ça nous aide au quotidien. On a même notre CEO, c'était assez rigolo, qui nous a sollicité pour nous dire bah, j'ai une keynote à l'autre bout du monde sur un secteur. Le marketing m'a pondu un document de 20 pages. Est-ce que je pourrais pas le donner à Access GPT, poser les questions du speaker et puis voir qu'est-ce que j'aurai comme réponse? Voilà, ça c'est un cas d'usage. Honnêtement, quand on a démarré FridayGPT avec Artemis, on n'y avait pas du tout pensé. Et on s'est dit, mais oui, pourquoi pas, c'est une très bonne idée, allons-y, quoi. Voilà, donc nous, ça nous permet de découvrir tout ça, d'avancer, et on l'a fait avec Artemis. En termes d'intégration dans notre tenant facile, on a démarré pour l'instant, pour des raisons, excusez-moi du terme, bassement économiques, avec le modèle FridayGPT 3.5. On n'a pas encore envisagé d'aller vers la version 4, ni même la version Mistral. Voilà, mais c'est des sujets qui vont arriver probablement d'ici quelques temps. Voilà pour le petit résumé. Merci Pierre-Marie. On a une session là de questions-réponses. Donc l'idée c'est d'intervenir directement avec en ouvrant vos micros. Hein. Je pense que ce sera le plus simple. Et oui, il y a des modèles open source qui existent et oui, on peut utiliser le même modèle d'infrastructure. Après, il faut aller faire un peu plus de recherche, mais oui, ça existe. Et c'est le même ordre de coût? Je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je regarde. Mais je peux regarder et puis vous répondre. D'accord. Et une dernière question, donc sur Access GPT, est-ce que vous avez accès à l'historique des demandes? Ou est-ce que vous arrivez à voir d'une autre manière, sans tracer les collaborateurs, bien sûr,
mais ce pourquoi Accent GPT est utilisé. Alors, Voilà. pour l'instant, nous, on a surtout demandé des statistiques, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le détail, on veut juste des statistiques pour plutôt avoir des données macro de volumétrie et de Et donc consommation d'utilisation, et ouais, voilà, d'utilisation, d'utilisation et de exactement, et consommation. Oui. d'utilisation, voilà, pour pouvoir aussi se projeter et comprendre un peu comment on consomme les tokens et comment ces tokens nous sont refacturés par Microsoft, puisque la ressource OpenAI qu'on a activée, disons que la monnaie, c'est le token, enfin, l'index, c'est le token, et vous êtes facturé au nombre de sollicitations. Voilà. Alors, moi, je vois la facture en fin de mois, enfin, je la vois progressivement tous les jours si je me connecte sur la console, mais globalement, je la vois en fin de mois. Et donc, en fait, on a travaillé effectivement avec Artemis pour qu'on ait un peu plus de données sur la volumétrie, pour qu'on comprenne un peu comment c'est consommé, en fait. Voilà. Est-ce que c'est consommé beaucoup pour le chat, beaucoup pour les documents, parce que ça nous paraît important d'avoir quelques données de volumétrie. Après, au fait, on est en train de travailler sur ça. Donc, après avoir parlé avec Pierre-Marie, elle a compris le besoin. On est en train de travailler sur voilà, ce côté-là. Donc, peut-être comprendre un peu c'est quoi les questions qui seront le plus posées, quel module est en train d'être utilisé le plus. Donc, tout ça, c'est possible sur Azure. Il faut juste le mettre en place. C'est ce qu'on est en train de faire. Des En fait. dashboards, en fait. Voilà, des dashboards. Ou sur Power BI aussi, si on veut. Alors, nous, il y a un sujet que je n'ai pas évoqué. On a mis un disclaimer. Enfin, il y a vraiment un volet accompagnement important des salariés. Donc, l'acculturation, c'est aussi passé par un module disclaimer dans Friday GPT et dans Accent GPT pour bien expliquer aussi aux gens ce que c'est qu'un LLM, ce que ça fait, ce que ça fait pas, les risques, les éléments de contrôle, le questionnement qu'il faut avoir. Alors ça, on l'a fait au travers de webinaires, mais on l'a aussi fait au travers du disclaimer. Et c'est important de l'avoir en tête parce que il faut accompagner les salariés. Voilà. Donc on a aussi cette petite option dans Friday GPT. Comment ça se matérialise, le disclaimer, Pierre-Marie? Le disclaimer, c'est à la première connexion, en fait, un peu comme sur n'importe quel site web, vous avez un document qui est publié, un contenu qu'on a publié en français et en anglais avec qu'est-ce que ça fait pas, les limites et la responsabilité de chacun quant au retour que donne Accent GPT. Voilà. D'accord. Ok, merci. Donc ça nous permet aussi de le changer de temps à autre, d'obliger tout le monde de le re-signer si on constate des anomalies, éventuellement des dérives ou un cas d'usage qu'on n'avait pas pensé, qui nous paraît dangereux et qu'on souhaite communiquer là-dessus, quoi. Je rebondis parce qu'il y a personne qui parle. Monsieur Gallo, là, j'ai pas entendu si vous avez parlé de volumétrie, c'est-à-dire de nombre de salariés que vous avez chez Accence. Vous dites que vous avez français-anglais. Vous êtes répartis sur combien de sites, combien de pays? Alors nous, on est à peu près 2500, on est répartis sur une quinzaine de pays. Et donc là, Euh, ça a été un déploiement mondial, ce que vous avez fait? ouais, l'application a été ouverte aux 2000 salariés et on a globalement à peu près 600, 700 personnes qui sont connectées sur l'application là depuis le lancement. Alors, c'est pas déconnant parce que quand je vous dis 2500 salariés, vous avez aussi des salariés qui ont des comptes Microsoft qui sont sur le shop floor dans des usines dans le monde. Donc, elles sont pas toutes derrière un PC en permanence à avoir besoin de ce type d'outils. Donc, il y a toujours un petit décalage chez nous entre le nombre de personnes et puis le taux d'utilisation. Oui, enfin, on parle quand même de 600 personnes, ce qui est loin d'être anecdotique. Ouais, bah alors en fait, bon, on a des équipes digitales et marketing, donc il y a eu un peu de teasing. Les gens, on leur avait dit de ne pas utiliser les solutions publiques, donc on avait aussi pas mal de. Ils étaient dans les starting blocks, mais ça a l'air de se maintenir et ça a l'air d'être utilisé, ouais. Merci. Je vous laisse ouvrir vos micros si vous avez des questions. Il faut intervenir directement et profiter de la présence de Pierre-Marie aussi pour les retours d'expérience. Des questions plus génériques sur les architectures ou les coûts. En tout cas, moi, j'ai noté le sujet du transcript et du résumé des réunions. Je n'y avais même pas pensé. C'est un vrai sujet, les comptes rendus de réunion. Donc,
Alors ça, à tester ouais, sur Action GPT, ouais. voilà, c'est des choses qu'on peut aussi, ils peuvent être, les templates qui sont utilisés en fait sont customisables. Donc ça veut dire que là, les templates de résumé, vous avez la main pour pouvoir le structurer comme vous le souhaitez. Ça, c'est également aussi une force de Friday GPT, c'est cette possibilité de Ouais. avoir une personnalisation des modèles. Exact. Bon, J'ai c'est juste deux petits commentaires à vous faire, si vous voulez, pour tout le monde. Le premier, c'est que l'accompagnement, c'est un sujet important. Je vais vous prendre le seul petit sujet de la traduction des documents. Aujourd'hui, il y a plein de gens, enfin, je vois chez nous, il y a des gens qui utilisent Action GPT pour faire de la traduction de documents et c'est très bien. Mais tous ces gens-là, ils n'avaient pas forcément vu qu'ils pouvaient le faire directement avec Office 365 sans forcément consommer des tokens avec Action GPT. Donc, c'est aussi en ça où il faut aussi qu'on donne aux gens les bons algorithmes de décision pour utiliser les outils à bon escient. Alors, quand je dis à bon escient, c'est avec aussi le modèle économique qui va avec, quoi. Donc, c'est là où bon, l'accompagnement est super important. Faire une petite traduction d'un petit paragraphe de 10, 15 lignes ou 50 lignes, pas de problème. Traduire des documents, autant le faire avec Office 365. Ça vous coûte pas de token, ça coûte rien en plus. Voilà, donc l'accompagnement, pour moi, c'est clé. Voilà. Alors, on essaye de rendre la vie pas trop compliquée pour nos utilisateurs, mais il faut quand même les accompagner. Voilà. Sinon, ils vont tout faire avec Action GPT. Alors, c'est très bien, mais ça va nous coûter un peu, quoi. Il y a une question dans la salle. Oui, j'aurais une question. Et c'est dans le sens, en fait, je me pose une question, c'est, vous avez sans doute dû vous la poser, j'aimerais savoir comment vous allez arriver à la conclusion finale. Ma question, c'est, compte tenu du coût de build, effectivement, qui est incompressible et c'est normal, après, il y a un coût de run au token, au prompting, etc. Pourquoi ne pas, alors que parfois, peut-être qu'il y a des utilisations abusives parce que Office 365 répond déjà aux besoins. Donc, pourquoi ne pas avoir créé une petite cellule à la DSI où les gens adressent leurs demandes et effectivement, la cellule à la DSI prompte si besoin, au contraire, oriente vers un outil plus adéquat et on va dire sans coût supplémentaire. Alors, écoute, c'est une Ouais. très bonne question. C'est une très, très bonne question. La vraie question pour nous, c'est d'accompagner les utilisateurs dans la transition vers tous ces outils. Moi, je pars du principe que, de toute façon, on le voit, c'est en train d'arriver partout. Pas que chez Microsoft. Tous les fournisseurs de solutions SaaS qu'on peut avoir, donc que ça concerne les domaines de l'ARH, que ça concerne le CRM, que ça concerne... Il y a de l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, nous, on est parti du principe d'acculturer les salariés pour upgrader les salariés dans la bonne utilisation de ces outils. Et on l'a fait avec cette réponse-là. Ce qui est certain, c'est que notre paysage, il va évoluer là, dans les années à venir. Il n'y a pas que côté Microsoft, ça va évoluer partout. Et c'est un peu le parti pris qu'on a eu de démarrer avec Action GPT, aussi et surtout à cause de tous nos documents un peu confidentiels. Alors, je ne vous cache pas que les demandes autour du suivi des statistiques, ça va quand même être pour nous un moyen d'affiner les utilisateurs clés. Plutôt que d'envoyer un sondage, est-ce que vous seriez intéressé? On a pris le parti de démarrer Action GPT, mais on va resserrer petit à petit la maille sur les 600 là, pour essayer de bien comprendre quels sont les cas d'usage et travailler avec eux en fait, hein, parce que nous, c'est que le début de l'histoire en fait. Hein. On a des vrais cas d'usage business internes à affiner, à identifier, ne serait-ce que la gestion de la connaissance. Moi, je trouve qu'il y a du potentiel, mais il faut qu'on le fasse comprendre aux opérationnels en interne, quoi. Quand j'en parle rapidement avec des gens de la RH, ils disent « Ah ouais, super, mais il va falloir qu'ils s'organisent pour avancer sur ces sujets-là en interne, parce que c'est pas magique, hein, toutes ces technos. Il faut de l'accompagnement, il faut du projet. » Donc, nous, on le prend plutôt comme un accélérateur pour que les gens prennent conscience de ça en interne, au-delà de ce qu'ils entendent dans les médias en mode Star Trek, quoi. Voilà. Après, il va falloir venir dans la rationalité, hein. On va bien être obligé, hein, la gestion des coûts et les différents modèles économiques qui peuvent exister. Bon, là, c'est à la conso. Je pense qu'il n'y a pas encore de système au forfait accessible. Mais c'est à mon agenda, hein, ce sujet des coûts. Hein. C'est à mon agenda, évidemment. Merci. Merci Pierre-Marie.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais vous abandonner. Bonne D'accord, continuation en tout cas. merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Pierre-Marie. beaucoup. pour l'intervention. Au Merci revoir. Pierre-Marie. Au revoir. Voilà, donc il reste Anis pour les questions techniques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être pour synthétiser, donc cette présentation, vous allez la recevoir en replay, donc vous allez recevoir un lien, vous pourrez, pourrez reconsulter les contenus. On va également après, vous aurez également la possibilité de nous solliciter directement puisqu'on intervient. Donc on intervient, on va dire, sur le territoire. Donc l'agence de Marseille, pour les personnes qui sont en proximité, on vous invite à nous contacter pour faire, on va dire, un replay, mais plutôt customisé. Donc revenir sur des sujets ou des interrogations que vous pouvez avoir. Et là, on sera ravi de vous accompagner déjà sur vos premières questions, les premières étapes de votre projet. Voilà, c'est des échanges informels dans un premier temps. Et après, on peut rentrer dans une démarche d'accompagnement un peu plus structurée. Voilà. Friday GPT, c'est un produit qui est commercialisé, donc vous avez pu voir tout à l'heure comment ça se présentait. C'est un produit qui évolue très vite, donc on continue à faire des évolutions quotidiennement quasiment, hein, puisque voilà, là on a un déploiement Friday GPT qui démarre avec l'outline. En fait, c'est un autre exemple qu'on n'a pas pris là sur les slides. C'est une société qui nous a confié en fait l'intégration de Friday GPT pour ses outliners. En fait, c'est à la DSI, une équipe chargée du support téléphonique pour les utilisateurs. Alors, Friday GPT n'est pas ouvert aux utilisateurs finaux, enfin aux utilisateurs de l'entreprise, mais uniquement à l'équipe support. Et là, lorsque l'équipe support reçoit des tickets, Friday GPT les aide à trouver beaucoup plus rapidement des réponses aux questions au travers de la base documentaire, au travers de GLPI. Voilà. Et ça, l'idée, c'est qu'à terme, donc ça, on va dire que la DSI a fait ce choix-là pour faire, on va dire, déjà du support augmenté, c'est un peu l'idée. Et à terme, ouvrir Friday GPT aux utilisateurs pour qu'ils puissent avoir des réponses directement de Friday GPT. À terme, c'est l'idée de la DSI. Voilà. Et la logique de Friday GPT, c'est d'avoir cette première brique qui traite la partie support, mais une étape qui sera pas trop lointaine, ce sera d'ouvrir également pour les RH, puisque là, il y a une forte demande côté direction des ressources humaines, d'utiliser Friday GPT pour leur permettre d'explorer rapidement les informations RH de l'entreprise. Et là, il y a un connecteur qui sera développé pour attaquer l'outil de SIRH, et là, d'avoir globalement du requêtage par les équipes de la DRH pour donnez-moi les statistiques des utilisateurs, enfin des collaborateurs sur ces tranches de salaire, sur les temps de présence dans l'entreprise, etc., etc. Voilà, l'idée, on va dire après, c'est le requêtage et la puissance de l'outil permettra d'aller très loin. Mais là, c'est l'idée aussi de ce qu'on a voulu faire avec Friday GPT, c'est d'avoir une brique de base et au travers des connecteurs qu'on va pouvoir développer, l'enrichir et l'ouvrir à d'autres directions métiers. Et d'avoir finalement qu'un seul moteur où on va capitaliser le savoir et peut-être même croiser des données qui peuvent venir à la fois de l'IT, à la fois du RH, peut-être du juridique également. Donc ça, c'est aussi éviter le morcelage, hein, ça peut être aussi une stratégie, c'est de dire plutôt que d'avoir plusieurs produits d'IA, un spécialisé sur le juridique, un spécialisé, c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec Friday GPT, c'est d'avoir une brique commune, ou on va dire centrale dans l'entreprise, et au travers des connecteurs, de connecter les différentes directions métiers. Et là, on a un savoir qui est grandissant, puisque les différentes directions métiers vont devenir des contributrices de la data et enrichir des réponses beaucoup plus pertinentes. Voilà un petit peu la philosophie qu'on n'a pas développée sur la présentation de tout à l'heure, mais c'est quand même ça aussi la tendance que les clients de Friday GPT commencent à découvrir. Il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on pourra